Merci beaucoup. Merci à Ecolab pour l'organisation de cet événement. C'était important pour nous de contribuer et de pousser cette table ronde sur l'IA, nouvelle filière au service de la transition écologique. Parce que, comme vous l'avez entendu de la bouche du directeur général de la Caisse des dépôts, la transition écologique, c'est une des priorités pour la Banque des territoires et pour la Caisse des dépôts dans les prochaines années. Parce que également nous avons la conviction que ce défi colossal des différentes étapes de la transition écologique pour les acteurs de territoire ne pourra être résolu qu'avec une bonne dose de progrès technologique et notamment avec de l'IA, que c'est indispensable, nécessaire, certes pas suffisant, mais indispensable. Et donc on a cette conviction que l'IA peut servir la transition écologique. Il y a néanmoins un point d'interrogation, parce qu'au-delà de cette très forte conviction, on est quand même traversé de temps en temps par des doutes. Des doutes parce qu'on a parfois du mal à quantifier, mesurer l'impact, l'effet, le ROI sur de l'IA, sur la transition écologique. Des doutes aussi parce que, il faut se le dire, quand on regarde qu'aux États-Unis ou même en Chine, on rallume certaines centrales à charbon pour faire tourner des calculateurs et donc de l'IA et beaucoup d'IA générative, on peut quand même s'interroger sur le réel bilan de cette nouvelle technologie. Et pour aller au-delà de cette apparente contradiction ou de ces doutes, on s'interroge sur la manière de envisager la filière de manière globale. Et considérant que si justement on veut rendre ce progrès technologique vraiment au service de la transition écologique, il est probablement nécessaire de s'organiser, de structurer et de ne pas être des électrons libres, et qu'on a une question d'organiser les chaînons de cette filière d'intelligence artificielle pour faire en sorte qu'elle soit dirigée vers un objectif mesurable en faveur de la transition écologique des territoires. Alors pour contribuer à ce débat, on a un panel effectivement riche, qui est un panel non seulement d'experts, mais également de doueurs. Et pour nous, c'est très important. C'est-à-dire qu'au-delà de l'approche conceptuelle qu'on peut avoir, voire éthérée quand on lit la question, on souhaite avoir des réponses pratiques. Et donc, on a réuni un panel de doueurs avec Marion Moreira, d'abord, qui travaille, qui est ingénieur chez Walter et qui porte un projet important d'embarquer l'IA au service de la transition écologique. Également, Laurent Félix, qui est donc le CEO France de Equimetrix, qui est le leader européen, on peut le dire, data scientist, de la data science au service de la transition écologique. Et puis, alors là, normalement, elle rentre à ce moment-là, mais c'est pas le cas, Axelle Lemaire, qui est ancienne secrétaire d'État au numérique pendant près de 3 ans, qui a été la maire de la loi pour une république numérique, d'un certain nombre d'initiatives de la French Tech, notamment le French Tech Visa ou le fonds French Tech Accélération, 200 millions qui avaient été initiés et portés par Axelle Lemaire, et qui aujourd'hui est directrice responsabilité d'entreprise et développement durable chez Soprasteria. Ce sera intéressant d'avoir son retour. Sopra étant parmi ces ESN qui sont à l'interface entre la techno et le besoin du client. Alors, peut-être, et pour maintenir le suspense d'arrivée d'Axelle Lemaire, commencer sur une première question, parce que si on veut éviter d'avoir cette approche trop conceptuelle et théorique, aujourd'hui, très concrètement, en termes de cas d'usage, qu'est-ce que l'IA peut vraiment, effectivement, apporter, et être une brique à la transition écologique, et la transition écologique des territoires en particulier? Ça fonctionne. 1, 2. Ça marche ou pas? Très bien. Super. Merci beaucoup pour la question, Antoine. Promis, je vais y répondre.
Mais d'abord, je voudrais vous dire que ça va faire quelques semaines déjà que je prépare cette intervention. Honnêtement, ça a été un exercice un peu difficile pour moi. Déjà parce que c'est ma première table ronde. Et ensuite, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir vous dire sur ce sujet de l'IA, qui soit différent de tout ce qu'on entend déjà dans le discours habituel et dans lequel moi je ne me reconnais pas totalement. En tout cas, en tant qu'ingénieur, je me sens en décalage avec ça. Je pense que quand on regarde vous connaissez sûrement l'adage, la folie, c'est de faire encore et encore la même chose et de s'attendre chaque fois à un résultat différent. Et quand on regarde l'état du monde aujourd'hui, on peut quand même s'interroger, est-ce qu'aujourd'hui, nous dans cette salle aujourd'hui, on est tous complètement fous? Ou est-ce qu'on va faire quelque chose de différent? Je vais commencer ma réflexion peut-être par quelque chose un peu plus rationnel, si on parle chiffres. Nous, on a un territoire d'expérimentation, donc c'est Paris-Est-Marne-et-Bois. Paris-Est-Marne-et-Bois, c'est un établissement public territorial, c'est 13 villes. Paris-Est-Marne-et-Bois, c'est aussi 520 000 personnes qui y vivent, et c'est à peu près 300 agents qui travaillent tous les jours pour améliorer la qualité de vie de ces 520 000 personnes. Bon, ça c'est une chose, on a un territoire d'expérimentation. Bonjour Axel, enchantée. Donc on a un territoire d'expérimentation qui est Paris-Est-Marne-et-Bois. Maintenant on a un projet d'expérimentation qui est Amélia, donc un projet autour de l'IA frugale. Amélia, c'est un projet sur 3 ans, c'est 5 partenaires. Walter, donc, que je représente, est le porteur. Et nous, on est financé, donc cofinancé par la Banque des Territoires, justement dans le cadre de l'appel à projet démonstrateur d'IA frugale pour la transition des territoires. Donc c'est DIAT si on le fait un peu plus raccourci, donc qui fait partie des appels à projet France 2030. Et les chiffres, vous les avez sûrement déjà, mais quand même, en ces périodes de restrictions budgétaires, pour les remettre, France 2030, aujourd'hui, c'est 54 milliards d'euros. Et c'est à peu près 2,5 milliards qui ont été dédiés à l'IA. Et sur ces 54 milliards d'euros, on a plus de la moitié des fonds, donc de l'argent public, qui a été investi aujourd'hui dans plus de 3650 projets. On a 54 milliards d'euros, on a 3650 projets, et au milieu de tout ça, Amélia, c'est un de ces projets sur l'IA frugale, et c'est Paris-Est-Marne-et-Bois qui accueille l'expérimentation. Alors je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de différent et comment on va faire en sorte que cet argent public, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, y compte, et qui serve vraiment la transition écologique. Parce que nous, avec Amélia, donc IA frugale, on va vous parler de qualité de l'air, on va vous parler de mobilité, on va vous parler de bruit, mais fondamentalement, tous ces sujets-là, ils ne sont pas nouveaux. Je pense que personne découvre ça dans la salle. Tout ça n'est pas nouveau. Des projets autour de la donnée, maintenant de l'IA, je pense que vous en avez vu passer. Moi, j'ai 3 ans d'expérience professionnelle. Déjà, j'en ai quand même vu passer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de différent? Et comment est-ce qu'on va remettre un peu de vie, en fait, dans tout ça? Parce que ce que je fais comme constat aujourd'hui, aussi en tant qu'ingénieur, c'est que les données, telles qu'on les utilise, je trouve que tout ça manque de vie, ça manque de vivant. Et si on n'arrive déjà pas à mettre du vivant dans un usage de données simples avec des guillemets, en fait, on n'arrivera pas plus à le faire avec des données augmentées avec de l'IA ou améliorées avec de l'IA. Et ça c'est des questions très concrètes qu'on se pose chez Walter. Nous, donc, on est une start-up, on est le porteur d'Amélia, et on travaille sur donc, les sources d'émissions de polluants de l'air et de gaz à effet de serre. Donc, on développe des systèmes un peu différents pour vraiment remonter aux sources d'émissions, être capable d'aller quantifier les sources, c'est-à-dire les causes, et c'est-à-dire en fait là où concrètement on peut agir. Et on a dans notre besace tout un tas d'outils, et l'IA, c'est un de ces outils parmi d'autres. Et là où je voudrais insister, c'est que dans notre démarche, historiquement, avant même de parler d'IA, on travaille avec des données qui sont en quantité importante et des données qui sont des données complexes, qui viennent d'un certain nombre de sources. Donc ça va être des données satellitaires, des données d'imageurs que nous, on développe, de stations de mesure au sol. Et on a dans nos équipes des ingénieurs, des hommes et des femmes, mais enfin quand même surtout des hommes, qui sont issus de la physique expérimentale.
Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les personnes qui traitent les données, eh ben, elles savent d'où ces données viennent. Elles ne sont pas juste restées derrière leur écran. Et pour l'anecdote, nous, on était en campagne de mesure à Nice il y a quelques temps. Ben, je peux vous dire que quand vous devez vous trimballer 30 kilos de matériel, monter tout ça en haut d'une colline, tout ça pour faire des mesures de panache de pollution, ben, littéralement, en fait, le poids de la réalité, vous le sentez passer parce qu'il vous fait les bras. Et je vous parle d'expérience. Et ça vous rappelle une vérité qui est une vérité élémentaire, mais que nous, ingénieurs, dans notre manière d'approcher la technologie, je trouve qu'on a tendance à oublier. C'est qu'en fait, la pollution de l'air, avant d'être une mesure, bah, c'est d'abord une expérience sensible, c'est quelque chose que vous vivez. Ça se respire, ça a une odeur, ça a des conséquences qui sont très réelles sur votre corps, c'est pas juste une donnée. Donc on ne peut pas la traiter comme si c'était juste une donnée. Et ce qui est intéressant avec ce mode de fonctionnement en campagne de mesure qu'on peut appliquer du coup à l'IA quand on travaille avec des solutions d'IA, c'est qu'on retrouve un ancrage dans le réel justement au travers de l'expérimentation de terrain. Et derrière, quand vos ingénieurs doivent développer des algorithmes d'assimilation de données, bah, vos 4 téraoctets de données, vous savez d'où elles viennent parce que vous les avez littéralement tenues dans vos mains. Et nous, c'est là-dessus, j'y viens sur Amelia, c'est là-dessus qu'on veut insister avec Amelia, parce que c'est comme ça qu'on remet de la matérialité et qu'on remet de la sensibilité dans ce qu'on fait. On veut insister, faire ce travail, mais un vrai travail, pas juste sur le papier parce que ça fait joli, et c'est vrai que ça fait joli, mais un travail sur l'ancrage dans le réel au travers de l'expérimentation de terrain et de l'expérimentation territoriale. Marion, que fait Amelia très concrètement en 2 minutes parce En 2 minutes, oui. En 2 minutes. Donc, nous, on a monté ce projet parce qu'on a des collectivités aujourd'hui qui ont des plans réglementaires à mettre en place, notamment sur la qualité de l'air. Elles ont des plans réglementaires, mais elles n'ont pas les moyens pour les suivre. En fait, elles manquent de données pour pouvoir comprendre concrètement l'impact de leurs actions et adapter leurs actions derrière et les reprioriser. Et en fait, nous, très concrètement, avec Amelia, on va venir boucher ces trous de données. On va venir boucher ces trous, on va faire des cartes de pollution, des cartes d'émissions, on va les améliorer grâce à l'IA. Mais tout ça, on ne peut pas le faire cloisonner chez soi derrière son ordinateur, ça n'a aucun sens de fonctionner comme ça. Et donc, au-delà du faire, au-delà de la solution technologique à base d'IA qu'on va développer avec Amelia, moi, je suis convaincue qu'il y a un travail fondamental à faire sur cette démarche de questionnement pour retrouver une connaissance plus sensible des territoires. Une démarche de questionnement qui doit être collective, sinon on n'y arrivera pas. Merci. Laurent, est-ce que, justement, dans cette optique d'avoir des cas très concrets, de montrer par l'exemple que l'IA, c'est pas juste des grands mots, mais c'est aussi de la réalité concrète, qu'est-ce que toi, dans la réalisation d'Equimetrix, tu as comme exemple le plus marquant ? Bonjour à tous. En 2 mots, Equimetrix, c'est une boîte française qui a 18 ans et qui fait de l'IA depuis sa création. Voilà, donc on a un petit nombre de projets derrière nous et nos clients sont les grands comptes et les grandes administrations et collectivités. Donc l'IA a beaucoup changé, notamment avec l'arrivée de l'IA générative pour le grand public et donc dans les entreprises assez récemment. Et on peut, pour répondre directement à la question, il y a 3, disons, grands thèmes où on utilise l'IA au service de la transition. Un, c'est tout ce qui est optimisation. Donc ça, l'optimisation sous contrainte, c'est des maths. Donc il suffit de le coder, entre guillemets, et on arrive à optimiser tout un tas de systèmes. J'aime pas trop, entre guillemets, ces cas d'usage, parce que derrière, il peut y avoir de l'effet rebond. C'est-à-dire que quand on utilise quelque chose, on a envie de plus l'utiliser après, et finalement, l'effet direct sur l'empreinte environnementale est en général atténué par cet effet rebond. Et ensuite, il y a 2 autres sur lesquels je voudrais vous donner des cas d'usage. 1, transformer, et 2, informer. Je commence par informer. Vous avez peut-être entendu parler d'un outil qui s'appelle Climate Q&A. C'est un premier exemple. C'est un outil grand public qu'on a développé il y a un petit moment et qu'en permanence on enrichit. Ça permet à tout le monde d'avoir des informations fiables sur les rapports du GIEC. Et déjà de les comprendre, d'en avoir une certaine synthèse. Donc ça met à disposition de tout un chacun les connaissances scientifiques et le consensus scientifique qui est ce rapport-là.
Voilà. Donc ça, on a des milliers, dizaines de milliers maintenant d'utilisateurs sur cette plateforme-là. Valérie Masson-Delmotte et les différents scientifiques du GIEC ont adoubé cette plateforme. Et donc, on voit que c'est un outil très très vertueux, une utilisation très très vertueuse de l'IA et de l'IA générative. Deuxième exemple, en collaboration avec Reporters sans frontières et l'Alliance Presse, on a fait un outil qui s'appelle Spinoza, qui est aussi sorti sur le marché il n'y a pas si longtemps, qui permet à l'ensemble des journalistes d'avoir accès à un corpus scientifique et législatif. Donc tout un tas de documents, dont les rapports du GIEC aussi, sont mis à disposition des journalistes. Et donc quand ils ont un article à écrire, ils ont la capacité rapidement à avoir une information fiable et exhaustive, en tout cas sur le corpus documentaire qu'on a chargé dans l'outil. Voilà, deux outils, deux cas d'usage concret sur la partie informée. Peut-être plus intéressant sur la partie transformée. Donc transformer, c'est quoi? C'est je change mon business model. Je fais évoluer mes pratiques sur mon business model. On accompagne un grand constructeur automobile, donc vous connaissez toutes les contraintes qu'ont les constructeurs automobiles en Europe aujourd'hui, justement pour essayer de tirer le meilleur parti sur le véhicule électrique. Et il y a une clé dans ce marché-là, qui est la valeur résiduelle des véhicules électriques. C'est-à-dire à combien je peux, une fois que ça sort de flotte d'entreprise ou de flotte d'administration, ça retourne sur le marché grand public, à combien je peux valoriser un véhicule électrique avec les différentes gammes, motorisations, etc. Et bien ça, c'est de l'IA, c'est des maths, c'est un modèle qui est difficile puisqu'il n'y a pas de passé sur un marché comme les véhicules électriques. Donc on n'est pas du tout dans une logique d'apprentissage, on est dans une logique de calcul et de scénario. Et ça, c'est un exemple de transformation, ça aide la transformation du secteur automobile. J'ai un deuxième exemple qui est lié à la CSRD, donc, qui est pour beaucoup vu comme une contrainte de reporting. Et le parti qu'on a pris, nous, c'est d'en faire plutôt un levier d'action. Et donc, vous connaissez la CSRD, il y a 12 ESRS dedans, des dizaines, voire centaines de data points qui viennent alimenter ces ESRS. Et donc, nous, on fait un outil à base d'IA qui va chercher dans l'ensemble des rapports de l'entreprise et des ensembles des documents qui sont dits et réputés fiables pour pré-remplir le reporting CSRD, pour l'entreprise, donc c'est déjà beaucoup de gain de temps, et surtout qui va dire, par rapport aux entreprises de votre secteur, sur cette ESRS-là ou sur ce data point-là, vous vous situez de telle manière, et donc, premièrement, et deuxièmement, voici les actions que vous pourriez mener pour vous rapprocher du benchmark de votre marché, voire augmenter l'avance du benchmark de votre marché. Voilà. Donc, 4 exemples sur informer et sur transformer. Merci Laurent. Axel, chez Sopra Steria, c'est un peu à l'interface entre les besoins business des grosses entreprises et la technologie. Comment, justement, on arrive à avoir des cas très concrets, très précis, qui montrent qu'effectivement, l'IA peut avoir un impact sur la transition écologique? Bonjour à toutes et tous. On le fait à travers une feuille de route qu'on a développée en interne sur le numérique responsable, qui elle-même se décline autour de 3 axes. Le premier, c'est une forme de tentative d'exemplarité. Ça veut dire être capable de diminuer notre propre empreinte carbone et environnementale plus généralement. Et ce, par la transparence du reporting, et notamment de notre ami la CSRD, parce que la CSRD est mon ami. Le deuxième axe, c'est la réduction de l'empreinte carbone de nos clients. Et pour cela, il faut savoir mesurer, et j'y reviendrai. Et le troisième, c'est les accompagner sur leur propre transition écologique, essayer d'accélérer cette transition en faisant émerger des solutions, en particulier autour de l'adaptation. Je vais donner 2 exemples concrets sur le second axe, qui est celui d'accompagner nos clients dans la réduction de leur propre empreinte carbone. En fait, pour ça, il faut savoir mesurer. Donc, on a développé 2 outils en interne qui sont des outils open source. Un qui est EcoMind AI qui permet, dès la conception, d'estimer l'empreinte
environnemental parce que c'est l'impact, l'utilisation de l'eau comme de la consommation énergétique, hein, de certains modèles d'IA appliqués à des cas d'usage client. Et le deuxième, c'est G4IT, qui est un outil au service des DSI qui permet d'évaluer l'empreinte carbone d'un parc applicatif. Voilà. Mais donc là, on voit bien qu'on est sur la mesure. Mais la mesure en soi, elle sert strictement à rien si elle ne sert pas à poser la question du pourquoi et du choix. Donc en gros, la question, c'est pourquoi utiliser de l'IA ? Et on doit poser cette question avec nos clients de la pertinence du cas d'usage au regard d'un ROI qui n'est pas uniquement un retour sur investissement, un return on investment, ça doit être un retour sur impact, un return on impact. Et donc voilà, je vous raconte tout ça, ça a l'air très intéressant, etc. Mais je ne sais pas si, comme moi, vous voyez ce qui se cache au milieu de la salle, à peu près autour de la caméra là-bas. C'est un gros éléphant. En fait, il y a un gros éléphant dans la salle. Hein. Il est rose parce qu'il fume un peu la moquette, ce gros éléphant, parce qu'il nous fait croire que l'IA va sauver le monde. Et donc, moi, je pense qu'on est parti sur l'IA Gen avec cette idée que ça allait être un accélérateur de la transition écologique, alors qu'on sait qu'au regard des usages actuels, dans 3 ans, l'IA Gen, ça utilise l'équivalent de la consommation électrique de la Belgique et l'équivalent de la consommation en eau de la France. Et c'est pas pour rien que l'empreinte carbone de Microsoft et de Google a augmenté de 30% l'année dernière. Donc en fait, la réponse à ce qui est quand même un coup de génie marketing d'OpenAI au départ, qui a été de mettre en B2C et d'ouvrir des modèles pour permettre des cas d'usage et une appropriation très très large et très démocratisée. Et Dieu sait que j'aime l'open source et que je veux que les modèles se démocratisent, mais pour autant, ce coup de génie, en fait, il nous a pas permis de poser la bonne question, qui est la question du pourquoi, qui est la question du à quelle fin on doit recourir à l'IA Gen. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut à tout prix mettre un filtre, qui est le filtre de l'impact environnemental et donc de la mesure pour voir les coûts versus les avantages sur le plan environnemental. Je crois qu'on a bien fait de mettre un point d'interrogation du coup à la question. Mais justement, Axel, pour rebondir là-dessus, comment on évite de tomber dans le piège du greenwashing et comment justement on arrive à distinguer ce qui peut être effectivement un élément marketing, de mode, et ce chemin profond de transformation des organisations vers la transition écologique. C'est très difficile, mais pour moi, le mot, il est dans responsabilité. Ça tombe bien, je suis en charge de la responsabilité d'entreprise. Mais c'est pas un hasard. La responsabilité d'entreprise, aujourd'hui, c'est pas uniquement une obligation corporate de reporting pour dire aux régulateurs qu'on fait comme il faut et on transmet toutes les datas qu'il faut. Non, ça doit être quelque chose qui entre vraiment dans le fonctionnement des opérations et des métiers. Je vais vous donner 2 exemples concrets pour essayer d'illustrer mon propos. Et pour illustrer à quel point on a un devoir d'accompagnement de nos clients sur ces sujets. On accompagne les gardes côtiers norvégiens dans la gouvernance des données qu'ils utilisent pour mieux gérer l'anticipation des impacts climatiques sur les côtes. Donc là, on peut se dire qu'il y a a priori une forme d'intérêt public dès le départ dans ce type de projet et que oui, on peut s'autoriser à ajouter une couche d'IA pour faire plus de prédictions dans les résultats, mieux anticipés et donc rendre les territoires plus résilients. Un autre exemple, c'est qu'on travaille avec l'Agence spatiale européenne, là aussi à travers l'usage de données satellitaires pour réussir à cartographier les incidences climatiques, en particulier sur la France dans certains territoires, afin de mieux les anticiper. Et on fait ça en ajoutant là aussi des couches d'IA. Donc là, la réponse est assez évidente. On peut se dire oui,
c'est de l'IA au service de la transition. Maintenant, sur d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Et je vous donne un exemple, je n'ai pas la réponse. Ça implique de bien se poser les questions en amont. La SNCF, récemment, nous expliquait que, en fait, eux, à partir du moment où ils utilisent de l'IA, comme c'est la SNCF qui développe le ferroviaire versus d'autres modes de transport qui sont plus intenses dans leur consommation carbone, eh bien, ils s'autorisent à peu près tous les cas d'usage IA, y compris dans la relation B2C, donc aux consommateurs directement, dans toutes les interfaces avec leurs utilisateurs clients. Oui, mais non, c'est-à-dire que où est-ce qu'on met la ligne entre ce qui est utile à un agenda plus large, qui est celui de c'est bien de passer à des modes de transport plus doux, et donc oui, le train, ça pollue 10 fois moins que l'avion, donc il participe de cette accélération vers la mobilité douce, ou est-ce que non, en réalité, sur certains cas d'usage, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser de l'IA, et surtout de l'IA gène. Je ne prétends pas avoir la réponse du tout, et loin de moi l'idée d'accuser les choix de la SNCF. Ce que je dis, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions en amont autour d'une méthodologie qui vise à définir le ROI d'impact, et c'est en ce sens que tous les efforts de normalisation, de standardisation, des méthodes de calcul et des questions à se poser en amont autour de l'IA frugale sont à saluer et à soutenir, parce que ça va dans le bon sens, quoi. Laurent, justement, comment Equimetrix envisage ce ROI d'impact pour arriver à identifier, détecter ce greenwashing? Déjà, le greenwashing, il y a quand même des associations qui font un travail extrêmement de qualité pour surveiller ça. Je pense à Quota Climat, je pense à Data for Good, par exemple. Je vous invite à vous connecter à leur page, parce que ce sont des gens qui sont précieux dans le fait de faire attention à ce qui est dit dans le débat public. Donc ça, c'est entre guillemets de manière générale. Et ensuite, de manière plus précise, et là j'utilise l'IA, moi, parce que je sais faire que ça, j'utilise l'IA pour faire ce qu'on appelle un greenwashing index. C'est-à-dire de mesurer la perception des actions d'une entreprise ou d'une organisation quelle qu'elle soit. En l'occurrence, mes clients, c'est surtout des entreprises. Et donc de mesurer la perception des actions par les réactions sur les réseaux sociaux, en particulier de vous et moi. Voilà. Bien entendu, de manière complètement anonyme. Mais au moins de dire, là, le nouveau produit qu'on a développé, la nouvelle campagne de pub qu'on a faite, elle a un impact dans la perception consommateur, ou client, ou usager, en fonction des organisations, qui bonne, pas bonne, en amélioration, etc. Voilà, donc le fait de le mesurer, c'est bien ça le job d'Equimetrix à beaucoup d'égards. On arrive à mettre des chiffres derrière un indice de greenwashing qu'on construit pour nos clients. Voilà. Marion, ton expérience sur ce trade-off? Je crois, moi je suis convaincue que pour éviter le greenwashing, en fait, on a besoin de collectif. On a besoin d'avoir un débat collectif sur les sujets, et c'est aussi ce que tu présentes là, en fait, en intégrant un certain nombre de commentaires sur les réseaux sociaux. C'est intégrer un certain nombre de réactions de personnes et avoir un débat public et un débat transparent là-dessus. Donc je crois vraiment à l'importance du collectif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aussi avec Amelia. C'est sur ce point qu'on va insister avec Amelia. Nous, Amelia, avant d'être un projet, c'est d'abord une équipe. C'est d'abord des gens qui ont décidé de se rassembler, de structures différentes pour porter ensemble un projet, dans notre cas au service du mieux vivre en ville. Et je suis bien consciente que vous êtes ici pour entendre parler de solutions techniques à base d'IA, mais la solution, c'est toujours la fin de l'histoire, en fait. Et le début de l'histoire, il est ailleurs. Dans notre cas, le début d'Amelia, c'est son équipe, c'est les gens qui l'ont porté, et que je tiens vraiment à remercier aujourd'hui, parce qu'on a passé quand même un certain nombre de soirées à l'écrire ensemble, ce projet. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec elle. On l'a monté avec les services de Paris-Est-Marne-et-Bois, donc le PCI dont je vous parlais. On l'a monté, ce projet, avec l'association Bruit Paris, qui va cartographier le bruit, donc en améliorant ses cartographies grâce à de l'IA. On l'a monté avec l'Université Gustave Eiffel et avec l'Institut de recherche IFPEN.
on va essayer d'éviter, on fera ce qu'on peut pour éviter le greenwashing, justement en s'appuyant sur cette diversité qu'on a au sein du consortium, une diversité d'acteurs, donc une diversité d'expertise, de données, de perspectives aussi derrière. Et cette dimension partenariale-là, elle est vraiment essentielle. C'est d'ailleurs un des objectifs de développement durable de l'ONU, c'est l'ODD 17. Elle est essentielle et c'est très difficile sur le terrain. Dans l'animation, sur le terrain, c'est très compliqué. Sauf que c'est vraiment en tissant ces liens autrement avec le territoire qu'on va arriver à développer derrière des solutions vraiment innovantes, cohérentes avec les enjeux qu'on a de transformation et de transition écologique, et des solutions vraiment innovantes à base de technologie ou pas, et à base d'IA ou pas. Mais c'est dans cette ingénierie du lien qu'il y a quelque chose de différent à faire. Alors, ça a été mentionné tout à l'heure, les débats sont retransmis sur YouTube. J'imagine s'il y a quelques spectateurs outre-Atlantique, ils doivent halluciner des débats que l'on a, à se demander pourquoi on se met autant de contraintes, de problèmes, alors que tout cela n'est que opportunité et promesse de progrès technologique. Comment, justement, cette réflexion que l'on a, qui, à certains égards, pourrait être un peu entravante, mais pourrait devenir un atout ou pas, et à quelles conditions? Un atout compétitif, ou est-ce qu'on est en train de se mettre des chaînes où on va se prendre les pieds dans le tapis assez rapidement? Axel? Moi, j'ai un peu une double casquette parce que je suis une ex-régulatrice. J'ai été députée et membre du gouvernement, donc j'ai fait des lois interventionnistes. Et puis aujourd'hui, je suis dans le secteur privé. Et ben pour autant, j'ai pas changé d'avis. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on me disait au moment de négocier le RGPD, qui était on va se tirer une balle dans le pied, attention, trop de régulation tue l'innovation, pourquoi on irait protéger les données personnelles des citoyens européens alors que les Chinois et les Américains ne le font pas. Ben, quelques années plus tard, en fait, je pense que ça a aidé, alors tout le monde ne le pense pas, hein, mais ça a aidé les entreprises privées à quelque part nettoyer leur approche sur l'utilisation des données, à fixer un cadre et un standard d'utilisation qui s'est pour partie universalisé. Et donc, le bashing autour de l'IA Act, autour de la CSRD, etc., qui est très importé des États-Unis hein, et d'une certaine scène des investisseurs américains, je trouve qu'ils se prête pas aux particularités des valeurs européennes. Et je pense que l'Europe, fondamentalement, historiquement, et c'est dans son ADN, est un continent qui doute et qui cultive le doute. Et c'est ce qui fait notre spécificité et notre force, mais il faut pouvoir l'assumer. Une fois que j'ai dit ça, on a avec une chaire qu'on sponsorise chez Soprasteria, qui est une chaire académique à Sciences Po, la chaire Digital, Souveraineté et Gouvernance, produit un rapport qui n'est pas encore publié, qui va l'être très bientôt, et je vous invite à en regarder le contenu, qui démontre à quel point l'Europe a pris du retard dans la production d'IA, tant dans l'amont, c'est-à-dire dans les laboratoires de recherche fondamentale, comme en aval, c'est dans la capacité des entreprises à développer des cas d'usage et des applications. On a aujourd'hui un tiers de dépôts versus les États-Unis. Quand on compare, sur les 20 dernières années, il y a eu 30% de dépôts de propriété intellectuelle autour de l'IA en Europe par rapport aux États-Unis. Donc c'est un retard qui est avéré. Qui est potentiellement grave. Et ce que cette étude démontre, c'est que notre chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, elle n'est pas intégrée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal. Alors on le sait, on le dit depuis toujours, mais il n'empêche que c'est très vrai sur ce sujet de l'IA. On a beaucoup de mal à créer des plateformes de coordination entre l'amont et l'aval. Si on arrive à faire ça, plus si on arrive à passer à l'échelle dans la production de nos ingénieurs, et quand je dis ingénieur, vous ne l'entendez pas, mais c'est aussi ingénieur, hein, eh bien, à ce moment-là, on peut vraiment sortir notre épingle du jeu au niveau européen dans la compétition internationale. Pour l'instant, il y a un immense déficit de compétences
dans le numérique de manière générale. Et vous le savez, c'est un secteur qui crée 3 fois plus d'emplois que la moyenne des secteurs. Et pour autant, on aura besoin de plus de 120 000 nouveaux ingénieurs à horizon 2030. Aujourd'hui, il faudrait qu'on en produise 2 fois plus pour arriver à cet objectif. Et ce déficit, il est encore plus vrai dans l'IA. Et ce déficit, il est encore plus vrai dans l'IA for Green. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cursus, et je parle d'écoles d'ingénieurs, mais bien sûr que ça inclut les universités et tout type de formations qui permettent de développer des compétences et des expertises dans la sphère technologique. On a très peu de passerelles, en fait, entre les filières environnementales, entre l'ingénierie au service du vivant et les filières d'ingénierie informatique. Très peu. Et donc, développer des doubles diplômes pour permettre une appropriation de ces enjeux, ne serait-ce qu'à minima, sur le sujet réduction de l'empreinte du métier, permettre à ce que tous les ingénieurs informaticiens, lorsqu'ils sortent d'école, ont appris l'éco-conception et pas 3 heures dans un cours en ligne, ont appris à le mettre en œuvre par défaut dans leur métier, déjà, voilà. Donc, ces 2 enjeux-là, coordination de la chaîne de valeur et passage à l'échelle dans les formations en technologique autour des enjeux environnementaux, ça sont les 2 conditions pour que vraiment l'Europe s'affirme, mais la régulation, je le dis et je le répète, est un avantage concurrentiel. D'ici quelques années, grâce à la CSRD, toutes les datas produites par les entreprises pour démontrer leur engagement environnemental seront des data points tagués, automatiquement lus par des machines. Il n'y a que l'Europe qui sera en capacité de produire ce niveau informationnel sur lequel on pourra capitaliser. Laurent, tu partages cette vision optimisme feutré, mais optimiste quand même? Plutôt oui, dans la mesure où, pour moi, la régulation, je la vois plus comme une façon de s'organiser qu'une contrainte, et notamment organiser des filières. Je vous renvoie vers 2 documents qui moi, m'ont marqué dans les derniers mois, 2 documents publics. Le premier, c'est le rapport de la commission IA. Je crois que c'était en mars qu'il est sorti. Lui, il pointe les éléments que mentionne Axel. Il ajoute aussi que le vivier de talent en France, il est quand même là, en France et en Europe, et en particulier en France. On garde une excellence mathématique, malgré différentes réformes du bac, mais on a ce potentiel-là qu'il s'agit de libérer. Ça, et en revanche, on a quand même un défaut de connaissances et de formation, et donc il y a les cafés IA qui sont en train d'être lancés, quelques initiatives qui sont... Voilà. Lisez le rapport commission IA si vous voulez. Et le deuxième document qui répond directement à la question, il est un peu antérieur à celui-là, je crois que c'était l'année dernière, c'est le rapport données numériques du SGPE, secrétaire général à la planification écologique. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Il dit que les partenariats publics-privés, c'est l'avenir de du développement de nos filières, avec notamment la sphère publique qui est garant des infrastructures socles, des données socles, et que les privés vont venir s'appuyer sur des plateformes qui sont des plateformes grosso modo organisées par filière, se loger, se déplacer, se nourrir, etc. Et ça comme étant un socle, partager intelligemment des données, c'est partager intelligemment les ressources et les services qui sont potentiels. Donc c'est une ouverture à un marché, qui est le nôtre, et le fait d'accélérer le développement de certaines de nos solutions. Donc moi j'aime beaucoup ce concept-là, on a du mal à le mettre en place à l'échelle des filières, il faut pas lâcher le morceau à mes yeux, puisque c'est comme ça qu'on va réussir à développer des nouveaux usages vertueux qui servent la filière, les filières en l'occurrence. Marion, ta conviction sur le sujet ? Je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Et nous, en tant qu'entreprise, c'est vrai que ça nous guide aussi dans notre réflexion, dans les appels à projets, que ce soit un critère qu'on aurait peut-être même aimé plus fort, en fait, sur l'appel à projet des IAT. Ça nous oblige à structurer une réflexion.
déjà dans le montage du projet, et après c'est pas suffisant, il faut aller la porter concrètement. Donc nous, ça nous amène à nous demander où sont nos serveurs? Ah oui, attends, ils sont là, mais peut-être qu'on pourrait les mettre. Ça ouvre des portes qu'on se serait peut-être pas, de questions qu'on ne se serait pas posées sinon. Et après, sur le pilotage opérationnel en lui-même, je pense au référentiel d'IA Frugal de l'Ecolab, qui va nous être vraiment très utile parce que, pareil, ça nous a permis déjà d'avoir des bonnes pratiques d'autres structures. Nous, étant une start-up et plutôt récente, on a 6 ans, ça nous a permis d'utiliser cette intelligence collective-là, des gens qui ont déjà réfléchi aux choses, qui ont déjà mis des choses très pratiques et de voir comment nous, on pouvait se les approprier. C'est des choses qu'on va intégrer dans la gouvernance du projet Amelia, ce référentiel d'IA Frugal. On a déjà commencé à demander aux autres partenaires du projet de proposer des actions, ce qui est toujours un peu étonnant. Au début, votre tableau, on ne sait pas trop comment le remplir, mais au moins, on a une première base, un premier cadre. Et ouais, ce référentiel d'IA Frugal-là, alors il n'est pas encore contraignant, il n'y a rien qui nous y oblige, mais il a déjà le mérite d'exister et je pense que c'est important de le pousser plus loin. Justement sur ces ressorts, parce qu'on voit bien que à la fois des convictions fortes, personnelles ou d'entreprise, y compris des bonnes intentions, peuvent être des moteurs importants d'une approche particulière de l'IA, responsable, mais à la fin, il faut quand même nourrir tout ça. Nourrir tous ces projets, il faut de l'argent. Et quand on parle d'argent, on parle forcément un peu ROI. Alors, ROI financier ou extra-financier, mais il faut quand même un peu de ROI financier, sinon il n'y a pas grand-chose qui tourne. Et là, je prends un peu ma casquette d'investisseur. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il y a des modèles économiques rentables? Est-ce qu'à la fin, c'est des économies de coûts? Est-ce qu'à la fin, il y a vraiment un marché? Il est si profond que ça? Ou est-ce que c'est une écume de mode qui finira par passer? Comment vous voyez le marché? Je peux tenter un premier élément de réponse. Donc, moi, mon positionnement, c'est que mes clients sont des grands comptes et des grands utilisateurs, des grandes administrations qui sont utilisateurs et utilisatrices de ces solutions-là. Et ma conviction, c'est que c'est compliqué d'associer le business et la transition écologique. C'est extrêmement compliqué, c'est souvent contradictoire. Et justement, je crois, et c'est la raison d'être d'entreprise à mission qu'est Equimetrix, c'est d'essayer de concilier les deux, de faire de l'IA et de la data science un levier de transformation durable des organisations. Voilà. Et donc, c'est les exemples que je vous disais au début, qui servent le business dans une perspective qui soit plus durable, plus soutenable. Voilà, j'ai dit ça, c'est un peu théorique, mais souvent il y a des cas qui sont très différents. Moi, j'accompagne une compagnie aérienne. Voilà, j'accompagne une compagnie aérienne avec de l'IA. Vous vous rendez compte, je cumule les deux choses. Sauf que on essaye avec cette compagnie aérienne de prévoir le futur du secteur aérien, notamment l'introduction des quotas. Et l'IA peut permettre ça. Peut permettre d'intégrer beaucoup de paramètres différents et d'avoir des équations de plus en plus complexes pour faire ça. Et donc, le ROI, il est là. Et en fait, il est obligé d'être là. Si on ne considère pas les euros, eh bien, les tonnes carbone, finalement, aujourd'hui, c'est la réalité de mes clients. Non. Axel ? C'est une bonne question, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse aujourd'hui. Donc, je peux citer des éléments glanés ici et là. Selon Numéum, c'est la fédération professionnelle qui représente pour la France les entreprises de l'industrie du numérique. Le marché de l'IA, il est en forte croissance. On est à 35,7%. Il correspond à 2,8 milliards d'euros. Donc la réponse est oui, il y a un marché en croissance. Fait intéressant. Le marché du numérique responsable connaît aussi une forte croissance supérieure à celle de l'IA, alors pas sur les mêmes sommes, mais de 38%. Alors, ça c'est sur la France, mais on est sur l'IA-Gen, des déploiements pas encore forcément industriels de POC, donc de pilotes, et on est encore beaucoup dans des phases de test. Et quand il y a un marché, c'est beaucoup sur de la recherche de performance opérationnelle et pas tellement au service de la transition écologique. Voilà. Après, par rapport au buzz
qui alimente les levées de fonds des startups, notamment aux États-Unis, et vous avez vu celle récente d'OpenAI, qui est vertigineuse, concrètement, et les niveaux de valorisation de ces entreprises le sont encore plus. La question se pose, et alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est Goldman Sachs, quand même, qui a jeté un peu un pavé dans la mare cet été parce qu'ils ont publié un rapport qui s'appelle IA générative, trop de dépenses, trop peu de bénéfices, point d'interrogation. Un rapport qui constate, pour l'instant en tout cas, de faibles progrès économiques qui soient directement liés à l'IA Gen et pour autant des investissements colossaux nécessaires dans les infrastructures. Et quand on parle des infrastructures, on parle bien sûr des infrastructures de calcul, des infrastructures de centres de données, mais aussi tout ce qui vient en soutien de ces infrastructures, et notamment la production d'énergie. À ce titre, d'ailleurs, la France et l'Irlande au plan fiscal, puisque pour ce qui relève de la consommation énergétique des data centers, puisque nous sommes dans une économie qui repose sur l'électricité et le nucléaire, donc partiellement décarbonée. Quand on compare aux autres pays en Europe, au vu des obligations de reporting des géants de la tech, il y a tout intérêt à venir s'installer en France pour construire des data centers. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, alors peut-être que l'avenir me donnera tort, mais et je distingue bien l'IA générative de d'autres types de technologies, on va dire plus historiques. Les cas d'usage économiques court terme sont même pas forcément démontrés. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas répondre à cette question autrement que par un point d'interrogation, mais peut-être que l'avenir me donnera tort. Marion, sur cette question du ROI plutôt financier, de savoir comment on arrive à alimenter la machine avec un retour financier. Ma réponse va vous décevoir, je pense, mais en fait, c'est pas mon boulot. Moi, étant chef de projet, je n'ai pas de rôle de direction. Mon but, moi, c'est on me confie un projet, c'est d'animer, voilà, tous ces liens avec les partenaires, de construire des solutions qui ont du sens, qui répondent à des besoins opérationnels, qui sont financés, cofinancés par des fonds publics, mais aussi par nous. On investit de l'argent derrière. Et de manière un peu facile, je vais vous répondre qu'après, c'est le boulot de la direction commerciale de faire ça. Merci. Bon, peut-être avant de conclure, laisser la place pour quelques questions. En tout cas, je vois qu'on a bien fait de mettre un point d'interrogation quand même à cette table ronde parce que les choses ne semblent pas si évidentes et si tracées. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a le temps pour en prendre 2 ou 3 maximum. Tout est parfaitement clair. Tout le monde est optimiste. Oui. Comment vous voyez l'IA et la transition écologique à 3 ans, s'il vous plaît? Une question, Madame Irma. Comment est-ce qu'on voit l'IA et la transition écologique à 3 ans? Déjà, comment est-ce qu'on... Je réponds à la première partie de la question qui est, et je rebondis un peu sur ce que disait Axel à l'instant, c'est que les cas d'usage aujourd'hui, ils émergent, on les voit, mais pour les réussir, et notamment en entreprise, où une réponse d'une IA générative à peu près n'est pas tolérable, ça nécessite un savoir-faire, notamment avant d'appeler, pardon d'être un tout petit peu technique, les outils type ChatGPT et autres, les LLM, ça nécessite un traitement algorithmique préalable fin pour qu'on soit sûr à 100% des réponses qui sont faites. Et tout ça pour dire que je crois qu'on a un petit risque là du puits de la désillusion. Là, vous connaissez les courbes d'acceptation des nouvelles technologies. On a eu un emballement, et on a toujours un emballement, notamment financier. Axel faisait référence à OpenAI. Il y a aussi SSI là, qui a levé 1 milliard au bout de 3 mois et valorisé 5 milliards au bout de 3 mois. Donc on a un effet, je dirais pas bulle, parce que c'est soutenu par un gros usage du grand public. Les 300 millions de revenus par mois d'OpenAI, c'est du grand public. C'est pas aujourd'hui les applications industrielles. Et en revanche, moi qui suis sur les applications industrielles, je pressens que on est pas loin du puits de la désillusion si on ne fait pas vraiment gaffe
au véritable ROI, dans toutes ses formes, bien sûr, également extra-financier, de ce qu'on fait. Et de la fiabilité de ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà, je suis content d'essayer vertueusement d'être très fiable dans les opérations d'IA qu'on fait. Voilà. Donc je dirais pas à 3 ans, mais à court terme, je pense qu'on c'est pas impossible qu'on tombe un peu dans ce puits de la désillusion. Voilà. Et ensuite, peut-être un peu traditionnellement, mais aujourd'hui, il y a un Chief AI Officer, souvent dans les entreprises, qui est rattaché à la DSI la plupart du temps. Quand ce sera vraiment une technologie bien digérée dans tous les métiers, il n'y aura plus de Chief AI Officer. Ça sera intégré dans les métiers. Et ça, peut-être que dans 2-3 ans, une fois qu'on aura passé ce petit puits, la désillusion dont je parle, on pourra y venir. Pour la transition écologique, en revanche, plus difficile. C'est-à-dire que c'est 1000 TWh en 2026, selon l'IAE, c'est-à-dire l'équivalent de la Belgique, comme le disait Axel tout à l'heure. C'était 460 en 2022, donc on est dans une progression importante. Et on est toujours aujourd'hui, confère les levées de fonds, dans une logique de course à l'échalote et course à la puissance. Voilà. On est en train, nous aussi, avec nos fleurons français, d'essayer de courir derrière. Et peut-être qu'on peut avoir une approche un tout petit peu plus fine, d'usage plus vertical et moins horizontal, c'est-à-dire moins généraliste, mais d'avoir des IA plus verticales, plus, entre guillemets, intelligentes, centrées sur des usages plus fins. Donc ça va limiter leur consommation et ça va augmenter leur pertinence et peut-être une façon de concilier les deux. Voilà. Et après, j'espère que des boîtes comme la mienne vont pousser des usages vertueux de transformation des business models pour passer des modèles extractifs à des modèles plus circulaires chez mes clients. Merci Laurent. Axel, tu partages la même vision ? Oui, Laurent, il le dit bien. Il parle du puits de la désillusion qui suit effectivement souvent les courbes d'appropriation des technologies émergentes. Moi, je parle plus simplement d'effet qui se coule. Je pense qu'on va entrer dans un effet qui se coule pour plusieurs raisons. Alors, sur la partie atténuation des impacts, il faut bien voir que ça fait... depuis notamment l'accord de Paris, donc près de 10 ans que les États et les entreprises se sont mis en mouvement pour essayer d'atteindre des objectifs de réduction de leur empreinte carbone au regard de l'objectif de l'accord de Paris. Et l'IA générative arrive et est susceptible de bouleverser fondamentalement les trajectoires qui ont été définies. Et je pense que plus le temps va passer, plus on va réaliser cet impact, on sera en capacité de le mesurer et donc d'opérer des choix pour de nouveau inscrire l'IA dans ces trajectoires de réduction d'impact. Voilà. Je pense qu'il y aura aussi un retour de bâton de la part du marché, tout simplement marché au sens prix, parce qu'en fait, on va réaliser que tout ça coûte cher, et coûte cher en consommation, énergétique, parce que l'énergie a un prix élevé en ce moment, mais au-delà même des fluctuations du marché de l'énergie, plus on consomme de l'IA, plus ça coûte cher, et notamment les grandes entreprises qui ont des DSI très consommatrices d'usage dans les data centers vont commencer à regarder le détail des factures. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie atténuation. Sur les cas d'usage au service de la transition écologique, certains sont très prometteurs, plus vraiment dans le B2B, donc pour servir les entreprises, les acteurs économiques, les administrations, les collectivités locales. Là, je pense que c'est une question de patience, mais il faut aussi accepter l'idée que c'est pas la taille qui fait la puissance, hein. C'est pas celui qui a la plus grosse qui gagne, et donc ça veut dire qu'il faut sans doute avoir des jeux de données mieux qualifiés, peut-être que des puissances de calcul pas forcément extravagantes, et qu'on peut aboutir néanmoins à des résultats fiables et satisfaisants pour l'ensemble des parties prenantes. Et donc, il faut avoir une espèce de modestie dans l'approche qui va être, à mon avis, la plus pertinente pour démontrer que oui, dans certains cas d'usage bien démontrés, l'IA peut vraiment être un accélérateur de la transition écologique. Mais vraiment avec toutes les réserves préliminaires que j'ai déjà exposées. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages sur cette question. Et puis, je comprends qu'il faut qu'on se reparle dans 1 an ou dans 2 ans pour savoir où on en est, parce qu'il y a beaucoup de promesses,
beaucoup d'espoir, mais également quelques gros nuages noirs qu'on a commencé à dessiner cette année. Merci beaucoup. Merci. Merci.